Le cimetière, lieu du rituel, tend à retenir les morts parmi nous, au moins dans notre mémoire, sinon dans la réalité, puisqu'il n'est guère difficile d'imaginer ce qu'il advient d'eux à 6 pieds sous terre. Cependant, derrière les murs de pierre et les écrans de cyprès de sa mise à l'écart, ce théâtre d'ombre subit aujourd'hui une triste métamorphose. Autrefois, pour ceux qui savaient les entendre, le cimetière bruissait des chères voix disparues et du vol des anges qui allaient et venaient entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, si nous n'y prenons pas garde, cette humanité qui se lisait en lisant les monuments, en caressant les sculptures, en déchiffrant les épitaphes, cette humanité qui nous racontait, à travers les œuvres des artistes, son histoire sociale et son histoire affective, s'effacera des champs de repos. La nécropole, la ville des morts, perd lentement son âme pour n'être plus qu'un espace fonctionnel standardisé, appauvri, mutilé par les règlements, au mieux un parking numéroté, au pire une décharge anonyme. Dans les années 1970 à peu près, alors que, comme tout le monde, je pensais que la mort était pour les autres, il m'est arrivé, comme à beaucoup d'ailleurs, d'être confronté à un certain nombre de disparitions dramatiques. Mais dans le même temps, j'ai découvert avec horreur que j'étais, mais je peux dire aussi que je suis, un être mortel. Et ça a été une révélation quasiment insupportable. Et là, il a fallu immédiatement trouver une espèce d'antidote, de contrepoison. Comment, moi, disparaître? Mais c'est pas possible. Mais je sais au fond de moi, bien sûr, que je vais disparaître. Donc il faut trouver un truc, entre guillemets. Et ce truc, eh bien, c'est de faire l'artiste, tout simplement. Je garde encore le souvenir de ces allées en gravier blanc, bordées de monuments en pierre sculptée. Ce silence religieux, rompu par le crissement de mes pas. Du haut de mes 10 ans, j'aimais glisser mon regard dans l'usure d'un vitrail, dans l'espoir d'y voir la flamme d'un cierge danser à l'intérieur d'une chapelle. 30 ans ont passé, et je me demande pourquoi les artistes funéraires ont déserté ma ville des morts, et laisser ainsi les visages de pierre si expressifs s'effacer contre les plaques de marbre lisse. N'y a-t-il personne en ce bas monde capable de redonner vie à nos lieux de mémoire, d'apporter un souffle nouveau, d'offrir du sens au rituel funéraire, d'imaginer de nouveaux concepts pour les générations futures? Qui adhèrent au concept, qui se sentent en harmonie. L'important pour moi, pour travailler, c'est d'être au calme et d'être surtout dans le silence, parce que j'aime le silence. Je suis par exemple incapable de travailler et d'écouter de la musique en même temps. Moi, il faut que je choisisse, c'est ou l'un ou l'autre. Il y a, je dirais, la satisfaction de réussir à bricoler, sans avoir jamais appris à bricoler, et à faire des séries qui me permettent d'abord, de montrer que je suis capable de faire quelque chose, et 2, que je suis capable de le refaire. Et puis après, ben, mon Dieu, ça roule tout seul.
Donc les séries, ça peut être des séries de corbillards, ça peut être des séries de tombes. Et puis après, il faut raconter une histoire. Alors évidemment, ces tombes, parfois, elles sont, selon mon humeur, des tombes sentimentales, des tombes amoureuses. Et puis, quelquefois, ce sont des tombes plus humoristiques. Parce que, bien entendu, il faut que je continue toujours à jouer en permanence avec la mort. Bonjour, monsieur Confido. Hey, bonjour André. C'est sympa de passer. Ça va bien? Ouais. Mais je passe pas pour rien, hein. Non, je sais. J'ai quelque chose pour toi. Tu m'as dit qu'il y a une surprise. On regarde? Ouais. Vas-y. Tiens. Alors, je dévoile. Ah ouais, moi, je suis toujours curieux. Tu regardes d'abord comme ça. Voilà. Vas-y, sors-le. Sors-le. Non, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance comme ça dans ce blanc. Blanc sur blanc. On est déjà dans le paradis. Je vois beaucoup d'artistes qui viennent avec des projets, avec des idées, avec l'envie de réaliser quelque chose. Mais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que on a une profession qui ne leur ouvre pas les portes. Et je trouve que c'est très dommage parce que on pourrait, sans que ce soit véritablement un surcoût dans les réalisations, faire des choses qui est vraiment une âme. Voilà l'objet. Wow. Donc, une tombe qui vous mène quasiment directement au paradis. Le chemin est très court. Il n'y a même pas de passage par le purgatoire. On arrive directement, bien entendu, quand on a la conscience tranquille. C'est bien, il y a quand même tous les barreaux. Hein. Il y a tous les barreaux. Tu sais, il n'y a pas de piège. Tu sais, je vais te dire. Moi, ce que je trouve génial avec ce monument, c'est que tu n'as même pas besoin de donner d'explication. T'imagines, tu passes dans le cimetière, tu le vois, et tout de suite, ça te raconte une histoire. Et qui est très poétique en plus. Quand tu es face à un monument, c'est quelque chose de minéral qui est souvent assez bas, et tu regardes vers le bas. Mais en même temps, tes pensées, elles s'élèvent. Et là, au contraire, c'est comme un miroir, tu vois, qui serait au sol et qui t'invite à regarder vers le ciel. Projette. Ouais, ouais. Donc je crois que dans l'imaginaire collectif, on monte. Je veux dire, le paradis est forcément en haut et l'enfer est en bas. Donc là, celui qui a un monument comme celui-là, il ne peut qu'aller au paradis. J'ai pas de critères prédéfinis pour les urnes ou les objets qu'on va choisir, qui sont présents dans le magasin. C'est une affinité, c'est un coup de foudre pour un objet, une création d'un artiste, pour un objet que j'ai vu sur un marché aux puces. C'est une matière, c'est une forme. J'ai un souhait en général d'une certaine simplicité. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans les objets qu'on peut leur proposer dans une maison de pompe funèbre. Quand je dis les objets, je pense à des objets qui sont très fortement symboliques, hein, comme un cercueil, comme une urne. Ces personnes-là, souvent, recherchent quelque chose d'assez sobre, qui soit beau, un beau matériau, quelque chose qui a une histoire parfois. Alors ça peut être une histoire parce que c'est un objet ancien, ça peut être une histoire parce que c'est quelqu'un qui l'a façonné, un artisan ou un artiste, et que du coup il met une histoire dans l'objet, c'est pas un objet industriel. C'est de me dire aussi, tiens, ça peut faire plaisir à quelqu'un de se dire que les cendres de son défunt reposent dans cet objet-là. Donc parfois c'est vrai que je vais choisir des choses qui ne sont pas complètement de mon goût à moi, mais quand même la plupart du temps j'ai une vraie affection pour les objets que je choisis. Tu vois, ici on va lui faire une petite place. Dans la collection. Voilà. Alors on va retrouver un peu l'alignement en cimetière. Moi je la verrais bien en fait à côté de celle-ci, voilà, avec juste le fil et les ciseaux qui coupent le fil, parce que je trouve que c'est dans le même esprit d'idée, quelque chose
très pur, qui te raconte tout de suite l'histoire. Tout en étant, pour moi, totalement opposé. Parce que la symbolique funéraire est multiple. Et d'un côté, il y a un espoir. Manifestement, on va aller dans l'ailleurs, dans l'au-delà. Donc l'espérance d'une vie après la mort. Alors que là, au contraire, on nous montre un instant beaucoup plus dramatique. C'est celui où la vie, coupée par la parque, quitte le vivant. Et bascule dans la rupture. Bascule, on ne sait pas dans quoi, mais bascule dans la mort. Moi, je trouve que ça exprime un passage, une coupure vers un autre monde. À la limite, celui-ci, vraiment, il est sans espoir. Alors, celui-là, oui, moi, celui-là, en fait, il m'a été inspiré par un cimetière très précis, Oui. qui est dans la banlieue de Vienne, en Autriche. Ouais. C'est à côté d'un cimetière qui est le cimetière des hommes sans nom. Ouais. Et il se trouve qu'à côté de ce cimetière, précisément, il y a une voie de chemin de fer qui est une sorte de terminus, de finale. J'ai toujours été fasciné par les butoirs dans les gares ou dans la campagne, les butoirs de train. Moi, ça me semble tout à fait représentatif de la fin de la vie. C'est fort. Hein. Ça ne laisse pas indifférent les personnes qui le voient. C'est vrai que... Alors, par rapport à celle-ci, par exemple, là, il y a une espèce de douceur, il y a presque plus sage. Elle correspond d'ailleurs à une formule d'épitaphe qu'on retrouve assez souvent. Oui. Je suis enfin dans le port qui fut de tout temps mon envie. Tu vois, là, on pourrait le prévoir sur une base beaucoup plus simple, sobre. Je pense que ce serait encore plus cohérent par rapport à ce que tu dis. En fait, il faudrait effectivement une dalle parfaitement plate avec une surface lisse comme celle d'un lac tranquille. C'est assis en tailleur, seul, face à la vallée de Montvaux dans la nécropole du Mont-Saint-Germain que je rencontre Pierre. Il a choisi cet endroit envoûtant et empreint d'histoire pour notre premier entretien. J'appréhendais un peu de rencontrer ce sépulteur, inventeur du mot et fervent défenseur depuis 20 ans de l'art funéraire, au sens noble du terme. Là, loin du tumulte de la ville, nous avons parlé de ses projets et de son combat. Sépulteur est la contraction du mot sépulture et sculpteur, car je pense que ça peut effectivement correspondre à une véritable profession, un véritable nouveau métier. Je serais évidemment très content si, d'ici quelques années, il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes en France qui pouvaient se targuer de rentrer dans ce nouveau code du travail avec ce mot. Et on peut dire aussi que si d'aventure ce nom commun pouvait rentrer dans le dictionnaire de la langue française, ce serait rigolo. Là, en fait, j'essaye d'imaginer la conception d'un arbre généalogique. L'arbre généalogique qui est en général montré sur support papier, là, en fait, est destiné à être en cuivre. Et sur chacune des feuilles, il y a un prénom et nom et les deux dates d'un membre de la famille, qui n'est pas forcément enterré là, d'ailleurs, mais qui forme cette ascendance du ou des défunts, quoi. Et l'idée, c'est vraiment une idée de mémoire presque totale et familiale, puisqu'on, devant cette sépulture, on arrive à voir exactement quels sont les membres d'une même famille. J'avais dit que je ferais la sépulture de ma mère, en fait, comme elle va pas bien, je vais quand même faire celle de mon père, qui est assez bien portant. Donc, comme il s'intéresse à la généalogie, je lui fais sa tombe, quoi. Je suis l'un des rares à dire que j'ai envie de vivre du fruit de mon travail artistique qui consiste à faire des sépultures. Je crois que nous ne sommes que 2 en France, mais il y a ces 20 ans passés, approcher des systèmes, à expérimenter des modes de commercialisation, à faire en sorte que un certain nombre d'intéressés soient familiarisés avec cette approche qui paraît d'emblée, quand on dit sépulture, il y a une notion macabre,
triste et morbide. Et si une réalisation sculpturale peut faire porter un regard un peu nouveau, un peu moins tragique en fait, je crois que c'est une bonne chose. Quand j'ai poussé la porte de l'autre rive, le magasin funéraire de Raphaël, j'ai pensé que toutes les pompes funèbres devraient lui ressembler. Un lieu clair, esthétique, apaisant déjà la douleur de ceux qui en franchissent le seuil. Un parfum de douce éternité. En fait, j'étais pas du tout prédestiné à travailler dans les pompes funèbres, mais en même temps, j'avais depuis de nombreuses années cette attirance vers le funéraire, dans le sens où je trouvais qu'il y avait un manque énorme. Du coup, j'ai commencé à chercher dans le domaine funéraire, est-ce qu'il y avait d'autres façons de faire qui existaient? Et en France, j'en ai quasiment pas trouvé. C'était un milieu professionnel qui était assez figé dans un certain nombre de traditions, de façons de faire. Et le fait de voir qu'il y avait très peu d'offres autres, je me suis dit, mais il faut que les gens aient cette possibilité-là, il faut créer quelque chose qui leur donne, il faut qu'ils ouvrent des portes. Non, moi, ce que j'aime avec celle-là, c'est vraiment son extrême simplicité. Il date de quelle époque? Je pense que c'est le 2e millénaire, mais ça pourrait être même plus ancien. Ça pourrait être du 3e millénaire. La seule difficulté pour moi, c'est de trouver un système pour qu'il puisse être posé. Parce que là, en fait, si on place des cendres, on aura une fermeture qui sera scellée par un seau de cire. Mais peut-être simplement en mettant... de tomber. Oui, donc il faudrait qu'on ait un anneau. C'est ce que je fais, moi, en général, pour ce genre de vase, je mets des anneaux en bois ou en... Vous auriez éventuellement un anneau qu'on pourrait... Tu me disais, c'est quoi, là, par exemple? Je pense que c'est des chevaux. En fait, c'est les peuples de l'Asie centrale, qui descendent de l'Asie centrale probablement, donc ils aimaient beaucoup les chevaux, tout l'art équestre. Là, moi, ce qui m'intéresse dans cette pièce-là, c'est qu'elle a un volume qui permettrait de conserver les cendres de 2 personnes. Ah oui, d'accord. Et j'ai parfois des demandes de couples qui souhaitent tous les deux l'incinération et ils souhaitent que leurs cendres soient réunies. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est que ça puisse être un objet comme ça qui réunisse leurs cendres et en plus, comme c'est un objet archéologique, qui puisse être placé dans... En décoration je pense pas dans la décoration. Curieusement, les derniers objets que je vous ai achetés, les personnes qui les ont choisis, c'était pour faire une inhumation, la remettre en terre. Au début, quand j'ai ouvert l'autre rive, c'est vrai que la profession a regardé cette nouvelle maison de pompes funèbres qui s'ouvrait d'un œil curieux. J'ai pas eu de personnes qui se sont opposées, qui ont essayé de me mettre des pots de banane. Non, c'est une situation un peu d'attente, de se dire mais d'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il vient proposer? De regarder et d'attendre. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, les professionnels, mais pas seulement les professionnels du funéraire, les professionnels qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les maisons de retraite, qui voient en fait de quelle façon on intervient, de quelle façon on travaille, ils se sont dit, ouais, c'était nécessaire d'avoir aussi cette offre-là pour le public, parce qu'il y a des attentes qui n'étaient pas satisfaites. C'est vrai qu'on propose des services qui peuvent paraître assez spectaculaires. Le fait d'envoyer en orbite une portion des cendres du défunt, de créer un diamant avec les cendres du défunt, de pouvoir, lors d'une dispersion, faire un geste pyrotechnique avec l'explosion des cendres au-dessus de la mer, par exemple. Alors, toutes ces choses-là, oui, c'est pas notre quotidien. C'est pas les demandes qui sont les plus courantes. C'est peut-être pour ouvrir très grand les portes. De dire, voyez, si ce geste-là peut avoir une signification pour vous, c'est possible. Tu te souviens du cercueil rouge qu'on avait fait? Ah ouais, non. Tu te poses pour toi, je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux.
Moi, je me souviens, il y avait même une photo où on voyait pendant la cérémonie le portrait de la défunte tout habillée en rouge vif, avec son chapeau vif, et le cercueil à côté rouge vif. Oh, tout ça était en accord. Elle avait demandé rouge pompier, non? Rouge pompier. Ouais. Non, c'était pas une demi-mesure. Les gens, d'une façon générale, ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Tout récemment, j'avais une famille à l'église, à peine osé demander, vous savez, nous, ce qui nous ferait plaisir, ce serait de pouvoir porter le cercueil de notre père. Mais est-ce qu'on a le droit? J'ai dit, mais bien sûr, bien sûr. Et ils étaient très heureux de pouvoir porter le cercueil de leur père. Et c'est vrai que de voir le cercueil porté par les tout proches à l'intérieur de l'église, tout de suite, c'est une tonalité qui est donnée à l'ensemble des obsèques, quelque chose de très humain. Et vous voyez, peut-être le fait d'avoir su qu'ici on pouvait faire des choses très particulières, peut-être qu'une petite chose qui nous tenait très à cœur, on se dit je vais oser la demander, et puis s'ils osent faire quelque chose de très spectaculaire, peut-être qu'ils vont trouver une solution pour faire moi ce qui me ferait vraiment plaisir. Et c'est souvent finalement ce qui se passe. Aujourd'hui, je trouve ça inconvenant de parler d'art funéraire parce que c'est pas de la création artistique, c'est de la gestion d'un abri facile d'entretien, solide, qui permet plutôt de n'aller dans un cimetière que le jour de la Toussaint. Il y a deux volets dans la situation de l'art funéraire aujourd'hui. Il y a celui du point de vue de la collectivité locale qui décide de l'allure du cimetière et celui des particuliers qui ont la faculté, comme ils l'entendent, d'occuper ces 2 mètres carrés, voire même de faire des monuments eux-mêmes, mais ils ne le savent pas. Dans ce rendez-vous très complexe avec l'entreprise de pompes funèbres, il n'y a à mon avis pas la place pour le choix d'un monument à ce moment-là. Et le monument funéraire, à mon avis, doit être imaginé après un laps de temps qui a permis de calmer un peu les peines, les rancœurs et les revendications. L'idée est de se servir d'une maxime, d'une sentence qui est très courante à l'entrée de la plupart des cimetières. Nous avons été comme vous, vous serez comme nous. C'est plus qu'une maxime, c'est une sentence, c'est un rappel de la brièveté de la vie, mais en même temps, comme ce texte est apposé sur un miroir qui a la taille humaine, quand on passe devant la sépulture et qu'on se voit dans le miroir et qu'on lit cette phrase, j'ai un peu l'impression que la boucle est faite. On ne peut pas être plus connecté entre le message et son support, enfin entre l'émetteur et le récepteur. Créer sans cesse, faire adhérer au projet est un travail permanent, un combat singulier contre l'immobilisme ambiant et la frilosité des professionnels. Au fil de mes rencontres, je comprends combien il est difficile d'exister ici-bas en tant qu'artiste funéraire, combien la lutte est âpre pour enfin susciter l'intérêt et imposer son concept. Dans cette ville aux rues étroites que le soleil réchauffe avec peine, dans ces parcs où les enfants s'amusent sans souci sous l'œil éteint d'une gouvernante endormie, dans ces habitations dont les façades disent l'opulence et la réussite sociale, un album de famille gorgé d'hommes de bien, d'épouses modèles et de fils reconnaissants joue, en marbre sculpté,
en bronze fondu ou en médaillon photographique, le jeu de la vie et de la mort. Ici, un couple s'enlace, seul au monde, dans un baiser frénétique. Là, un trottin s'immobilise pour écouter une chanteuse accompagnée par un musicien des rues. Il est question d'amour, d'une fille offrant son cœur et d'amant qui ne reviendra plus, tombé au champ d'honneur. Un motard passe qui flirte avec la mort dans un vrombissement inaudible. Une belle frappe à la porte du dernier rendez-vous. Un prince de l'Upercute s'entraîne pour l'ultime combat. Un cirque plante son chapiteau et un dompteur intrépide enfourche la mort qui le dévorera, tandis que Jésus, sur sa croix, agonise sans fin. Jamais je n'aurais pensé concevoir des monuments funéraires, puisqu'au départ, je faisais un travail d'artiste et puis je photographiais les monuments. Mais la médiocrité ambiante, même médiocrité, je dirais, désespérante des monuments funéraires aujourd'hui, m'amenait progressivement à me dire qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, quelque chose d'autre, et qu'il serait bon de confier la création de monuments à des artistes qui rompraient la standardisation, la monotonie, le manque de personnalité des monuments. Et lorsque la possibilité m'en a été donnée, et précisément pour le Père-Lachaise, c'est-à-dire le cimetière le plus prestigieux de Paris, je peux dire que par anticipation, j'étais aux anges. Derrière moi, la première sépulture que j'ai réalisée au Père-Lachaise, c'est une assez jolie histoire. J'ai été contacté il y a quelques années par une dame qui voulait créer un monument pour ses parents d'abord, qui étaient enterrés, mais sous une simple dalle de béton. Et elle souhaitait qu'il y ait un livre sur sa tombe. Au départ, ça aurait été sans doute un petit livre posé sur une simple pierre tombale, mais en réalité, maintenant, la pierre tombale est devenue un énorme livre. Lorsque je dois réaliser un monument au Père-Lachaise, j'ai l'impression d'anticiper en quelque sorte sur mon propre monument à venir, puisque j'ai la très ferme intention de, je ne vais pas dire de finir mes jours ici, mais de commencer mon éternité ici. C'est un monument qui a été réalisé à la demande d'une fédération professionnelle, ce qui signifie qu'il y aura plusieurs personnes à l'intérieur. Le thème, en quelque sorte imposé, était le thème de l'escalier. J'ai fait plusieurs projets et avec beaucoup de chance, l'architecte en chef du Père-Lachaise a, comme par hasard, choisi le projet qui avait mes préférences. Donc ce thème de l'escalier, on le connaît, c'est celui de l'ascension et d'une espérance en l'au-delà. Il y a aussi au sommet un vieux symbole funéraire, à savoir la pyramide. Donc cet ensemble évoque à la fois les pyramides à degrés de l'Égypte ancienne et les temples mayas du Mexique.
quand je suis dans les cimetières, que je fais des photographies dans les cimetières, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de jouer sur cette ambiguïté, c'est à la limite de faire croire que ce que je photographie, c'est une sorte d'instantané, d'arrêt sur l'image. C'est une vie arrêtée, mais tout de même existante, plus ou moins occulte, plus ou moins secrète. Et dans le fond, le cimetière, il est fait pour ça. Il est fait pour nous laisser croire qu'il s'y passe quelque chose. Par mes voyages, par mes explorations, je dirais presque par mes chasses photographiques, je fais un constat aujourd'hui, je dirais très navrant, de l'architecture funéraire. Et le cimetière contemporain, je dirais qu'il est, je ne voudrais pas être trop sévère, mais affligeant de médiocrité. Et je voudrais être sûr qu'il y ait une véritable volonté de trouver des solutions. Je ne crois pas qu'il y ait dans le monde du funéraire, c'est-à-dire dans le monde du commerce et du business, une volonté de changer. Il y a une volonté de toujours augmenter le chiffre d'affaires. Ça, c'est évident. Les gens du funéraire sont des commerçants, comme les autres, et on ne peut d'ailleurs pas leur reprocher. Par conséquent, les seules tentatives, encore une fois, ne peuvent venir que d'individus isolés qui ne peuvent avoir que finalement très peu d'impact autour d'eux. Mais je ne crois pas à la possibilité de décision d'ensemble. Il n'y aura pas, je ne crois pas que ce soit possible, qu'un jour, légalement, réglementairement, on dise il faut changer le cimetière pour qu'il soit plus humain. Nous n'allons pas, je crois, aujourd'hui dans le sens de l'humain. Ce qui va dans le sens de l'humain, ce sont toujours des initiatives individuelles. Mais c'est jamais par la volonté de ceux qui gouvernent, qui régissent, qui décident des choses. Tu ne pourras me dire je t'aime qu'en post-scriptum ou bien post-mortem. Version pop art, version post-moderne pour faire du neuf sur un bon vieux thème. J'ai vu l'architecte des bâtiments de France qui s'occupe de délivrer les autorisations pour les monuments au Père-Lachaise. Et Dieu sait si il n'est pas facile et il ne donne pas facilement son accord. Et là, il était enthousiaste sur le projet pour ton monument. Il était un peu surpris. Il ne donnera pas son feu vert dans n'importe quelle zone. Quand Raphaël m'a présenté Fernand Zacco, j'ai pensé que cet homme était fou. Eh bien non. Entouré par ces drôles de machines, cet homme est libre. Libre de réaliser sa dernière demeure comme il l'entend. Quand deux artistes se rencontrent... Mais il a compris ce qu'était un stéréoscope, est-ce qu'il a bien entendu? Oui, il a bien compris. Mais ceci dit, je pense qu'il faudrait que la prochaine fois, je lui en amène un, que je lui montre l'idée et qu'il comprenne vraiment l'effet que ça rend, l'effet que les gens vont avoir quand ils vont se promener dans le Père-Lachaise, qu'ils vont voir ce monument, et qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils vont regarder à travers les deux optiques. C'est un peu mégalo en fait. C'est pas très novateur parce que bon, la stéréo c'est un vieux machin, donc je ressors des oubliettes. C'est pour peut-être inscrire encore davantage ma présence. D'ailleurs, je me rends à peu près inoubliable comme ça visuellement. Je suis toujours là en relief, en 3D. C'est quand même un peu barge, je le reconnais, mais voilà. C'est un petit amusement personnel. En largeur, on aurait à peu près la même chose, tu vois, mais en profondeur, on va avoir ce qui est nécessaire pour entre l'optique et l'image. En fait, ça sera une image à peu près de cette dimension, 2 x 6. Moi, je le ferai en 6-13. Enfin, Le monument qui va t'accueillir, quelque part, il va être présent déjà au Père-Lachaise pendant tout le temps où tu es encore vivant. D'avoir une photo pendant ce temps-là et une photo différente quand tu seras mort et que tu seras vraiment dedans. Et de même, peut-être pour l'inscription, on pourra avoir aussi sur le monument
une inscription qui soit rapportée, peut-être dans une plaque gravée, mais qui peut être interchangée au moment où tu décèdes. On pourrait simplement avoir « Zako n'est pas mort ». Il ne sera jamais mort. Oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est un jeu de piste en fait. Vous allez me suivre dans mon itinéraire vers la mort. Ah oui, c'est pas mal. Et est-ce que tu as réfléchi à la photo de toi que tu souhaites avoir dans le stéréoscope quand tu seras vivant et la photo qui sera présente dans le stéréoscope du monument quand tu seras mort? Ben, moi, j'aimerais, je l'avais un peu évoqué déjà, reprendre un peu le thème de ces vieux dessins, enfin ces peintures baroques, des vanités comme ça, où on prouve par quelques objets que la vie n'est que vanité. Donc, où on me verrait en train de déchirer toute toute de dessinateur durant ma carrière, ma production de photographe, enfin j'aurais en l'air comme ça, et puis je serais photographié en instantané, au 2 millième de seconde, faisant gicler de façon spontanée, comme ça en relief, tous les éléments qui ont constitué ma vie professionnelle. Alors surtout, n'oublie pas le jour J de passer... C'est quoi ? C'est mon Requiem, une chanson que j'ai composée pour l'occasion. Donc, pense-y. Tu peux me voir sur ton 16 neuvième, derrière le clap, sans que je te prévienne. Mon dernier clip, ma dernière rengaine, car après ça, je te rends l'antenne. Cloisonné par de hauts murs épais, je pensais que le cimetière de mon enfance se cachait aux yeux des autres, comme si la ville des morts devait rester loin de celle des vivants. J'ai encore en tête ce voyage outre-Manche où j'ai découvert que l'on pouvait inhumer nos morts à ciel ouvert. Cette fois, le son du crissement de mes pas sur le gravier blanc s'est effacé contre l'épais tapis d'herbes fraîches. De nouveau, je respire. Le bruissement du vent dans les feuilles des arbres rassurants a éloigné le murmure de la ville. Songe tranquille d'une fin d'après-midi. Aujourd'hui, la tendance est de créer des jardins de mémoire plutôt que des parkings à tombeaux. L'augmentation de la crémation dans l'Hexagone en est le bienfaiteur. Et je me prends à rêver. Sommes-nous bien en passe de voir notre paysage funéraire devenir un lieu plus accueillant? Une sorte de musée collectif qui pourrait nous raconter la mémoire de la ville et de ses ancêtres? Nous sommes dans un cimetière-parc qui a été conçu par Gilles Clément, l'auteur du parc André Citroën et plus récemment du jardin du musée des Arts Premiers du Quai Branly. Cet endroit a une vocation mixte, c'est d'être d'une part un endroit de balade, tout simplement, et en même temps d'abriter dans certaines parties des sépultures, alors sous différentes formes. Inhumation, c'est-à-dire pierre tombale, crémation, jardin du souvenir, columbarium, avec aussi une nouveauté qui sont les carrés confessionnels, puisqu'il y a maintenant un carré musulman qui s'est implanté à l'intérieur de cet espace vert. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer toute la recherche qui a été menée sur la notion de paysage dans son aspect un peu paisible et rassurant. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Gilles Clément il y a quelque temps. Nous sommes d'accord sur un point, c'est qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas, ne serait-ce qu'un espace réservé aux sépultures plus émotives, pas spécialement originales, plus émotives que celles que l'on trouve exclusivement actuellement. J'aurais aimé aussi y rencontrer des formes, des couleurs et des matériaux différents et capables en tout cas de générer une émotion, une véritable émotion, en sachant que la sépulture a une double mission. D'abord, c'est rendre hommage aux défunts, mais en même temps, c'est que nous nous rappelions notre propre destinée commune. Il y avait des dessins étalés sur la table.
des scénographies désordonnées, aux perspectives volontairement tronquées. Xavier a pris le temps de me recevoir avec cette jeune étudiante en art décoratif pour me présenter son projet de parc cinéraire. Un lieu de vie où l'on offre des œuvres à ceux qui sont morts, nous dit-il. Quelle belle idée de vouloir offrir à nos chers disparus un objet pour l'éternité. Adieu les couronnes en tissu délavées par le temps, les plaques de granit aux motifs uniformes, les couvertures monochromes enveloppant les lits juxtaposés de nos champs de repos. Voici plus de 2 ans que Xavier se bat pour que ce parc à thème culturel et cultuel puisse s'insérer un jour dans notre paysage funéraire et modifier notre vision de l'autre monde. Donc le cheminement est complètement aléatoire. Pas de dramaturgie, pas de cheminement imposé, pas de mise en scène, mais des mises en scène. Là, on avait envisagé la reconstitution artificiellement d'un paysage en juxtaposant des éléments différenciés de friches, de forêts, de rochers, d'eau. Un grand bassin, ici, une forêt, des zones de graminées. Cette zone-là, c'est ouais, une zone de l'eau. Ouais. Des zones avec de... des passages, des passerelles. Avec des passages. Et sur un ou plusieurs îlots, on va mettre en scène une scénographie, justement. Une scénographie, comme peut l'être un champ de tombe en granit, c'est une scénographie. Alors, prenons une scénographie, par exemple dans une forêt. Une partie boisée, comme celle-là, avec une scénographie plutôt verticalisée. On trouvera des choses dans les arbres, on trouvera des choses qui relèveront du tumulus, du pendentif, de la stèle. Si on prend par exemple ça, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, en guise de rite, un petit peu comme ça se fait dans certains cimetières anglais, on trouve une appropriation de la parcelle et que ça devienne un jardin potager. Pour prendre un exemple concret, que chaque titulaire d'une concession ou d'une parcelle puisse se l'approprier, venir passer du temps, par exemple, en faisant pousser des légumes ou en... Par exemple. Pouvant s'asseoir, pique-niquer, enfin partager dans ces lieux-là. Tout à fait. Nous avons le choix pour tout ici. De l'enseignement qu'on va suivre, du mode de vie que l'on va avoir, même de la forme ou de la nature de la cellule familiale aujourd'hui qu'on va construire, du lieu où l'on vivra, des produits que l'on consommera. Quand on en arrive à la question de la mort et de la dernière demeure, alors là, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix parce qu'il n'y a pas d'offre, ou très peu d'offres, et que l'offre n'est pas diversifiée. Donc c'est un choix par défaut. On a les 3 monothéismes qui cohabitent chez nous dans la rue. Le judaïsme, le monde musulman, la chrétienté. Il y a à côté de ça un certain nombre de croyances populaires plus ou moins répandues, la réincarnation, le bouddhisme, certaines formes d'animisme, puis une grande population africaine qui malgré tout émigrait chez nous. Quelle est la place faite à ces croyances? Quel intérêt aurions-nous à juxtaposer l'ensemble de ces rites et à les mettre en scène les uns à côté des autres et à les montrer comme tels? C'est le but de ce parc. Faire cohabiter des choses qui aujourd'hui ne cohabitent pas dans la mort alors qu'elles cohabitent dans la vie. Donc en les faisant cohabiter dans la mort, on en fera des lieux de vie. Madame Beauvert, oui, qui repose sous le chêne. Oui, quand vous disiez qu'elle fait preuve d'acte de courage de venir s'installer ici, non, elle me condamnait. Elle me condamnait à réussir. Elle n'avait plus le choix. Tant qu'il n'y avait pas d'urne dans le parc, on pouvait reculer. Ah, là, vous étiez le dos au mur. Ah là, c'était fini. On était engagés. Son visage est buriné par le temps, sa voix est calme, profonde. Dans son jardin extraordinaire, Lionel pèse chacun de ses mots, et les silences qui ponctuent ses phrases me troublent.
Dans ce cadre idyllique, j'assiste discrètement à une discussion passionnée et passionnante sur cette nouvelle façon d'offrir de la vie à un endroit où il n'y a plus rien. L'arbre est un élément fondamental de ma démarche. J'ai toujours imaginé qu'il pouvait se nourrir des cendres qu'on lui apportait. Et c'était une façon de ne pas limiter la mort à la poussière, mais de continuer un peu dans le sens de la vie. Le cimetière est fait pour les vivants. Ouais. Donc les morts ne font qu'y reposer. Les gens se déplacent pour venir les voir. Or ici, les gens qui viennent partent avec une sérénité qu'ils n'auraient pas dans un cimetière ou dans un autre site cinéraire. Donc je crois qu'ils y viennent avec plaisir. Une fois le deuil évacué. Quand on franchit le pas et que du simple projet on passe à l'acte, on donne naissance, on concrétise, évidemment les choses prennent corps. Est-ce qu'on se considère comme un artiste, comme un homme qui met le pas dans les métiers de la mort? Est-ce qu'au contraire on reste un simple citoyen? Est-ce qu'on prend une dimension politique différente? Comment est-ce que tu te vois par rapport à ce projet aujourd'hui? Tout à la fois. Politique forcément, puisque elle est intégrée dans la vie de la société. Donc, elle est forcément politique. Elle ouvre même de nouveaux horizons. Artistique? Oui. Oui, certainement. Je ne sais pas qui a dit, dans la vie, il faut, avant de partir, il faut écrire un livre, planter un arbre. J'ai fait les deux maintenant. Donc ça me va. Donc ça va. Ça va. Et un acte civique totalement, oui. Totalement, puisque on apporte une alternative à certaines personnes qui, sans cette alternative, auraient été fort démunies. Oui, c'est aussi ce que je crois. Et je crois qu'en faisant ça, j'ai apporté aux personnes qui nous ont fait confiance dans le jardin de mémoire une sérénité dont ils avaient un impérieux besoin au moment où ils ont fait ce choix. Et 7 ans après, 8 ans après, 9 ans après, je les revois chaque semaine venir se promener au jardin. C'est donc que la démarche était tout à fait légitime. Le fait de ne pas vouloir le mettre dans un cimetière ou un columbarium, c'est que c'est justement trop froid, trop impersonnel. Et là, c'est les couleurs, le fait de discuter avec des gens à côté qui mettent des fleurs. C'est une autre approche, on va dire, de la mort, en fait, et de la façon de la voir et de discuter d'après la mort. On peut parler d'autre chose en pensant à notre fils, en sachant que notre fils est à côté, ou la personne que l'on a aimée et qui nous manque. C'est plus facile d'en discuter dans un cadre aussi verdoyant et chaud et calme que dans un cimetière avec le granit, le marbre, que je trouve très impersonnel. C'est à travers les sépultures que nous avons découvert et appris à connaître les civilisations anciennes et leur mode de vie. C'est à travers nos espaces funéraires que les générations futures découvriront les nôtres. Aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. Si le laisser-aller esthétique et conceptuel de nos cimetières continue sa lente déchéance, nos descendants auront certainement bien du mal à comprendre nos traditions funéraires. Tel est l'engagement et la raison d'être de Pierre, Raphaël, André et de tous ces artistes de la mort qui travaillent à renouer le dialogue avec nos chers disparus et marquer les mémoires pour les siècles à venir. Le cimetière des générations futures, je l'imagine beaucoup moins minéral que ne sont les cimetières aujourd'hui. Où chaque famille pourrait s'exprimer très exactement comme elle l'entend. Et je l'imagine surtout comme un repère, une sorte de catalogue d'un art que je défends par-dessus tout, l'art dernier. Et à terme, je ne doute pas que le type de projet que l'on essaie de promouvoir aujourd'hui comme une innovation apparaisse dans quelques années comme une sorte d'évidence.
son chapiteau, et un dompteur intrépide enfourche la mort qui le dévorera, tandis que Jésus, sur sa croix, agonise sans fin. Jamais je n'aurais pensé concevoir des monuments funéraires, puisqu'au départ, je faisais un travail d'artiste et puis je photographiais les monuments. Mais la médiocrité ambiante, même médiocrité, je dirais, désespérante des monuments funéraires aujourd'hui, m'amenait progressivement à me dire qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, quelque chose d'autre, et qu'il serait bon de confier la création de monuments à des artistes qui rompraient la standardisation, la monotonie, le manque de personnalité des monuments. Et lorsque la possibilité m'en a été donnée, et précisément pour le Père-Lachaise, c'est-à-dire le cimetière le plus prestigieux de Paris, je peux dire que par anticipation, j'étais aux anges. Derrière moi, la première sépulture que j'ai réalisée au Père-Lachaise, c'est une assez jolie histoire. J'ai été contacté il y a quelques années par une dame qui voulait créer un monument pour ses parents d'abord, qui étaient enterrés, mais sous une simple dalle de béton. Et elle souhaitait qu'il y ait un livre sur sa tombe. Au départ, ça aurait été sans doute un petit livre posé sur une simple pierre tombale, mais en réalité, maintenant, la pierre tombale est devenue un énorme livre. Lorsque je dois réaliser un monument au Père-Lachaise, j'ai l'impression d'anticiper en quelque sorte sur mon propre monument à venir, puisque j'ai la très ferme intention. Espace réservé aux sépultures plus émotives, pas spécialement originales, plus émotives que celles que l'on trouve exclusivement actuellement. J'aurais aimé aussi y rencontrer des formes, des couleurs et des matériaux différents et capables en tout cas de générer une émotion, une véritable émotion, en sachant que la sépulture a une double mission. D'abord c'est rendre hommage aux défunts, mais en même temps c'est que nous nous rappelions notre propre destinée commune. Il y avait des dessins étalés sur la table, des scénographies désordonnées, aux perspectives volontairement tronquées. Xavier a pris le temps de me recevoir avec cette jeune étudiante en art décoratif pour me présenter son projet de parc cinéraire. Un lieu de vie où l'on offre des œuvres à ceux qui sont morts, nous dit-il. Quelle belle idée de vouloir offrir à nos chers disparus un objet pour l'éternité. Adieu les couronnes en tissu délavées par le temps, les plaques de granit aux motifs uniformes, les couvertures monochromes enveloppant les lits juxtaposés de nos champs de repos. Voici plus de 2 ans que Xavier se bat pour que ce parc à thème culturel et cultuel puisse s'insérer un jour dans notre paysage funéraire et modifier notre vision de l'autre monde. Donc le cheminement est complètement aléatoire. Pas de dramaturgie, pas de cheminement imposé, pas de mise en scène, mais des mises en scène. Là, on avait envisagé la reconstitution artificiellement d'un paysage en juxtaposant des éléments différenciés de friches, de forêts, de rochers, d'eau. Un grand bassin ici
une forêt, des zones de graminées. Cette zone-là, c'est une c'est zone de d'eau l'eau. Ouais. Des zones avec de... des passages, des passerelles. Avec des passages. Et sur un ou plusieurs îlots, on va mettre en scène une scénographie, justement. Une scénographie, comme peut l'être un champ de tombe en granit, c'est une scénographie. Alors, prenons une scénographie. Par exemple, dans une forêt. Une partie boisée, comme celle-là, avec une scénographie plutôt verticalisée. On trouvera des choses dans les arbres, on trouvera des choses qui relèveront du tumulus, du pendentif, de la stèle. Si on prend par exemple ça, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, en guise de rite, un petit peu comme ça se fait dans certains cimetières anglais, on trouve une appropriation de la parcelle et que ça devienne un jardin potager. Pour prendre un exemple concret. Donc l'espérance d'une vie après la mort, alors que là, au contraire, on nous montre un instant beaucoup plus dramatique, c'est celui où la vie, coupée par la parque, quitte le vivant et bascule dans la rupture. Bascule, on ne sait pas dans quoi, mais bascule dans la mort. Moi, je trouve que ça exprime un passage, une coupure vers un autre monde. Limite, celui-ci, vraiment, il est sans espoir. Alors, celui-là, oui, moi, celui-là, en fait, il m'a été inspiré par un cimetière très précis, oui. Qui est dans la banlieue de Vienne, en Autriche. Ouais. C'est à côté d'un cimetière qui est le cimetière des hommes sans nom. Ouais. Et il se trouve qu'à côté de ce cimetière, précisément, il y a une voie de chemin de fer qui est une sorte de terminus, de finale. J'ai toujours été fasciné par les butoirs dans les gares ou dans la campagne, les butoirs de train. Moi, ça me semble tout à fait représentatif de la fin de la vie. C'est fort. Hein. Ça ne laisse pas indifférent les personnes qui le voient. C'est vrai que... Alors, par rapport à celle-ci, par exemple, là, il y a une espèce de douceur, il y a presque plus sage. Elle correspond d'ailleurs à une formule d'épitaphe qu'on retrouve assez souvent. Oui. Je suis enfin dans le port qui fut de tout temps mon envie. Tu vois, là, on pourrait le prévoir sur une base beaucoup plus simple, sobre. Je pense que ce serait encore plus cohérent par rapport à ce que tu dis. En fait, il faudrait effectivement une dalle parfaitement plate avec une surface lisse comme celle d'un lac tranquille. C'est assis en tailleur, seul, face à la vallée de Montvaux dans la nécropole du Mont-Saint-Germain que je rencontre Pierre. Il a choisi cet endroit envoûtant et empreint d'histoire pour notre premier entretien. J'appréhendais un peu de rencontrer ce sépulteur, inventeur du mot et fervent défenseur depuis 20 ans de l'art funéraire, au sens noble du terme. Là, loin du tumulte de la ville, nous avons parlé de ses projets et de son combat. Sépulteur est la contraction du mot sépulture et sculpteur, car je pense que ça peut effectivement correspondre à une véritable profession, un véritable nouveau métier. Je serais évidemment très content si, d'ici quelques années, il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes en France qui pouvaient se targuer de rentrer dans ce nouveau code du travail avec ce mot. Et on peut dire aussi que si d'aventure... Ouais. Donc les morts ne font qu'y reposer. Les gens se déplacent pour venir les voir. Or ici, les gens qui viennent partent avec une sérénité qu'ils n'auraient pas dans un cimetière ou dans un autre site funéraire. Donc je crois qu'ils y viennent avec plaisir. Une fois le deuil évacué. Quand on franchit le pas et que du simple projet on passe à l'acte, on donne naissance, on concrétise, évidemment les choses prennent corps. Est-ce qu'on se considère comme un artiste, comme un homme qui met le pas dans les métiers de la mort? Est-ce qu'au contraire on reste un simple citoyen? Est-ce qu'on prend une dimension politique différente? Comment est-ce que tu te vois par rapport à ce projet aujourd'hui?
tout à la fois. Politique forcément, puisque elle est intégrée dans la vie de la société. Donc, elle est forcément politique. Elle ouvre même de nouveaux horizons. Artistique ? Oui. Oui, certainement. Je ne sais pas qui a dit, dans la vie, il faut, avant de partir, il faut écrire un livre, planter un arbre. J'ai fait les deux maintenant. Donc ça me va. Donc ça va. Ça va. Et un acte civique totalement, oui. Totalement, puisque on apporte une alternative à certaines personnes qui, sans cette alternative, auraient été fort démunies. Ouais, c'est aussi ce que je crois. Et je crois qu'en faisant ça, j'ai apporté aux personnes qui nous ont fait confiance dans le jardin de mémoire une sérénité dont ils avaient un impérieux besoin au moment où ils ont fait ce choix. Et 7 ans après, 8 ans après, 9 ans après, je les revois chaque semaine venir se promener au jardin. C'est donc que la démarche était tout à fait légitime. Le fait de ne pas vouloir le mettre dans un cimetière ou un columbarium, c'est que c'est justement trop froid, trop impersonnel. Et là, c'est les couleurs, le fait de discuter avec des gens à côté qui mettent des fleurs. C'est une autre approche, on va dire, de la mort, en fait, et de la façon de la voir et de discuter d'après la mort. On peut parler d'autre chose en pensant à notre fils, en sachant que notre fils est à côté, ou la personne que l'on a aimée et qui nous manque. C'est plus facile d'en discuter dans un cadre aussi verdoyant et chaud et calme que dans un cimetière avec le granit, le marbre, que je trouve très impersonnel. C'est à travers les sépultures que nous avons découvert et appris à connaître les civilisations anciennes et leur mode de vie. C'est à travers nos espaces funéraires que les générations futures découvriront les nôtres. Symbolique, hein, comme un cercueil, comme une urne. Ces personnes-là, souvent recherchent quelque chose d'assez sobre, qui soit beau, un beau matériau, quelque chose qui a une histoire parfois. Alors ça peut être une histoire parce que c'est un objet ancien, ça peut être une histoire parce que c'est quelqu'un qui l'a façonné, un artisan ou un artiste, et que du coup il met une histoire dans l'objet, c'est pas un objet industriel. C'est de me dire aussi, tiens, ça peut faire plaisir à quelqu'un de se dire que les cendres de son défunt reposent dans cet objet-là. Donc parfois c'est vrai que je vais choisir des choses qui ne sont pas complètement de mon goût à moi, mais quand même la plupart du temps j'ai une vraie affection pour les objets que je choisis. Tu vois, ici on va lui faire une petite place. Dans la collection. Voilà. Alors on va retrouver un peu l'alignement cimetière. Moi je la verrais bien en fait à côté de celle-ci. Voilà, avec juste le fil et le ciseau qui coupe le fil, parce que je trouve que c'est dans le même esprit d'idée, quelque chose de très pur qui te raconte tout de suite l'histoire. Tout en étant, pour moi, totalement opposé, parce que la symbolique funéraire est multiple, et d'un côté, il y a un espoir, manifestement, on va aller dans l'ailleurs, dans l'au-delà, donc l'espérance d'une vie après la mort. Alors que là, au contraire, on nous montre un instant beaucoup plus dramatique, c'est celui où la vie, coupée par la parque, quitte le vivant et bascule dans la rupture. Bascule, on ne sait pas dans quoi, mais bascule dans la mort. Moi, je trouve que ça exprime un passage, une coupure vers un autre monde. Évite celui-ci, vraiment, il est sans espoir. Alors celui-là, oui, moi celui-là, en fait, il m'a été inspiré par un cimetière très précis, oui. Qui est dans la banlieue de Vienne, en Autriche. Ouais. C'est à côté d'un cimetière qui est le cimetière des hommes sans nom. Ouais. Et il se trouve qu'à côté de ce cimetière, précisément, il y a une voie de chemin de fer qui est une sorte de terminus, de finale. J'ai toujours été fasciné par les butoirs dans les gares ou dans la campagne, les butoirs de train. Moi, ça me semble tout à fait représentatif de la fin de la vie. C'est fort. Hein. Ça ne laisse pas indifférent les personnes qui le voient. C'est vrai que... Alors par rapport à celle-ci, par exemple, là il y a une espèce de douceur, est plus sage. Elle correspond d'ailleurs à une formule
d'épitaphe qu'on retrouve assez souvent. Oui. Je suis enfant, ne crois pas à la possibilité de décision d'ensemble. Il n'y aura pas, je ne crois pas que ce soit possible, qu'un jour, légalement, réglementairement, on dise il faut changer le cimetière pour qu'il soit plus humain. Nous n'allons pas, je crois, aujourd'hui dans le sens de l'humain. Ce qui va dans le sens de l'humain, ce sont toujours des initiatives individuelles. Mais c'est jamais par la volonté de ceux qui gouvernent, qui régissent, qui décident des choses. Tu ne pourras me dire je t'aime qu'en post-scriptum ou bien post-mortem. Version pop-art, version post-moderne. Pour faire du neuf sur un bon vieux thème. J'ai vu l'architecte des bâtiments de France qui s'occupe de délivrer les autorisations pour les monuments au Père-Lachaise. Et Dieu sait si il n'est pas facile et il ne donne pas facilement son accord. Et là, il était enthousiaste sur le projet pour ton monument. Il était un peu surpris. Il ne donnera pas son feu vert dans n'importe quelle zone. Quand Raphaël m'a présenté Fernand Zacco, j'ai pensé que cet homme était fou. Eh bien non. Entouré par ces drôles de machines, cet homme est libre. Libre de réaliser sa dernière demeure comme il l'entend. Quand deux artistes se rencontrent... Mais il a compris ce qu'était un stéréoscope, est-ce qu'il a bien entendu? Oui, il a bien compris. Mais ceci dit, je pense qu'il faudrait que la prochaine fois, je lui en amène un, que je lui montre l'idée et qu'il comprenne vraiment l'effet que ça rend, l'effet que les gens vont avoir quand ils vont se promener dans le Père-Lachaise, qu'ils vont voir ce monument, et qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils vont regarder à travers les deux optiques. C'est un peu mégalo en fait. C'est pas très novateur parce que bon, la stéréo c'est un vieux machin, donc je ressors des oubliettes. C'est pour peut-être inscrire encore davantage ma présence. D'ailleurs, je me rends à peu près inoubliable comme ça visuellement. Je suis toujours là en relief, en 3D. C'est quand même un peu barge, je le reconnais, mais voilà. C'est un petit amusement personnel. En largeur, on aurait à peu près la même chose, tu vois, mais en profondeur, on va avoir ce qui est nécessaire pour entre l'optique et l'image. En fait, ça sera une image à peu près de cette dimension, 2 x 6. Moi, je le ferai en 6-13. Enfin, Le monument qui va t'accueillir, quelque part, il va être présent déjà au Père-Lachaise pendant tout le temps où tu es encore vivant. D'avoir une photo pendant ce temps-là et une photo différente. Il y avait des dessins étalés sur la table, des scénographies désordonnées, aux perspectives volontairement tronquées. Xavier a pris le temps de me recevoir avec cette jeune étudiante en art décoratif pour me présenter son projet de parc cinéraire. Un lieu de vie où l'on offre des œuvres à ceux qui sont morts, nous dit-il. Quelle belle idée de vouloir offrir à nos chers disparus un objet pour l'éternité. Adieu les couronnes en tissu délavées par le temps, les plaques de granit aux motifs uniformes, les couvertures monochromes enveloppant les lits juxtaposés de nos champs de repos. Voici plus de 2 ans que Xavier se bat pour que ce parc à thème culturel et cultuel puisse s'insérer un jour dans notre paysage funéraire et modifier notre vision de l'autre monde. Donc le cheminement est complètement aléatoire. Pas de dramaturgie, pas de cheminement imposé, pas de mise en scène, mais des mises en scène. Là, on avait envisagé la reconstitution artificiellement d'un paysage en juxtaposant des éléments différenciés de friches, de forêts, de rochers, d'eau. Un grand bassin, ici, une forêt, des zones de graminées. Cette zone-là, c'est de l'eau. Ouais. Des zones avec des passages, des passerelles. Avec des passages. Et sur un ou plusieurs îlots, on va mettre en scène une scénographie, justement. Une scénographie, comme peut l'être un champ de tombe en granit, c'est une scénographie. Alors, prenons une scénographie, par exemple dans une forêt. Une partie boisée, comme celle-là, avec une scénographie plutôt verticalisée. On trouvera des choses dans les arbres,
On trouvera des choses qui relèveront du tumulus, du pendentif, de la stèle. Si on prend par exemple ça, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, en guise de rite, un petit peu comme ça se fait dans certains cimetières anglais, on trouve une appropriation de la parcelle et que ça devienne un jardin potager. Pour prendre un exemple concret, que chaque titulaire d'une concession ou d'une parcelle puisse se l'approprier, venir passer du temps, par exemple, en faisant pousser des légumes ou en... Par exemple. Pouvant s'asseoir, pique-niquer, enfin partager dans ces lieux-là. Tout à fait. Nous avons le choix pour tout ici. De l'enseignement qu'on va suivre, du mode de vie que l'on va avoir, même de la forme ou de la nature de la cellule familiale aujourd'hui qu'on va construire, du lieu où l'on vivra, des produits que l'on consommera. Quand on en arrive à la question de la mort et de la dernière demeure, alors là, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix parce qu'on en fera des lieux de vie. Madame Beauvert, oui, qui repose sous le chêne. Oui, quand vous disiez qu'elle fait preuve d'acte de courage de venir s'installer ici, non, elle me condamnait. Elle me condamnait à réussir. Elle n'avait plus le choix. Tant qu'il n'y avait pas d'urne dans le parc, on pouvait reculer. Ah, là, vous étiez le dos au mur. Ah là, c'était fini. On était engagés. Son visage est buriné par le temps. Sa voix est calme, profonde. Dans son jardin extraordinaire, Lionel pèse chacun de ses mots. Et les silences qui ponctuent ses phrases me troublent. Dans ce cadre idyllique, j'assiste discrètement à une discussion passionnée et passionnante sur cette nouvelle façon d'offrir de la vie à un endroit où il n'y a plus rien. L'arbre est un élément fondamental de ma démarche. J'ai toujours imaginé qu'il pouvait se nourrir des cendres qu'on lui apportait. Et c'était une façon de ne pas limiter la mort à la poussière, mais de continuer un peu dans le sens de la vie. Le cimetière est fait pour les vivants. Ouais. Donc les morts ne font qu'y reposer. Les gens se déplacent pour venir les voir. Or ici, les gens qui viennent partent avec une sérénité qu'ils n'auraient pas dans un cimetière ou dans un autre site cinéraire. Donc je crois qu'ils y viennent avec plaisir. Une fois le deuil évacué. Quand on franchit le pas et que du simple projet on passe à l'acte, on donne naissance, on concrétise, évidemment, les choses prennent corps. Est-ce qu'on se considère comme un artiste, comme un homme qui met le pas dans les métiers de la mort? Est-ce qu'au contraire, on reste un simple citoyen? Est-ce qu'on prend une dimension politique différente? Comment est-ce que tu te vois par rapport à ce projet aujourd'hui? Tout à la fois. Politique forcément, puisque... De son défunt repose dans cet objet-là. Donc parfois c'est vrai que je vais choisir des choses qui ne sont pas complètement de mon goût à moi, mais quand même la plupart du temps j'ai une vraie affection pour les objets que je choisis. Tu vois, ici on va lui faire une petite place. Dans la collection. Voilà. Alors on va retrouver un peu l'alignement en cimetière. Moi je la verrais bien en fait à côté de celle-ci. Voilà, avec juste le fil et le ciseau qui coupe le fil, parce que je trouve que c'est dans le même esprit d'idée, quelque chose de très pur qui te raconte tout de suite l'histoire. Tout en étant, pour moi, totalement opposé, parce que la symbolique funéraire est multiple, et d'un côté, il y a un espoir, manifestement, on va aller dans l'ailleurs, dans l'au-delà,
donc l'espérance d'une vie après la mort, alors que là, au contraire, on nous montre un instant beaucoup plus dramatique, c'est celui où la vie, coupée par la parque, quitte le vivant et bascule dans la rupture. Bascule, on ne sait pas dans quoi, mais bascule dans la mort. Moi, je trouve que ça exprime un passage, une coupure vers un autre monde. Limite, celui-ci, vraiment, il est sans espoir. Alors, celui-là, oui, moi, celui-là, en fait, il m'a été inspiré par un cimetière très précis, oui. Qui est dans la banlieue de Vienne, en Autriche. Ouais. C'est à côté d'un cimetière qui est le cimetière des hommes sans nom. Ouais. Et il se trouve qu'à côté de ce cimetière, précisément, il y a une voie de chemin de fer qui est une sorte de terminus, de finale. J'ai toujours été fasciné par les butoirs dans les gares ou dans la campagne, les butoirs de train. Moi, ça me semble tout à fait représentatif de la fin de la vie. C'est fort. Hein. Ça ne laisse pas indifférent les personnes qui le voient. C'est vrai que... Alors, par rapport à celle-ci, par exemple, là, il y a une espèce de douceur, est plus sage. Elle correspond d'ailleurs à une formule d'épitaphe qu'on retrouve assez souvent. Oui. Je suis enfin dans le port qui fut de tout temps mon envie. Tu vois, là, on pourrait le prévoir sur une base beaucoup plus simple, sobre. Je pense que ce serait encore plus cohérent par rapport à ce que tu dis. En fait, il faudrait effectivement une dalle parfaitement plate avec une surface lisse comme celle d'un lac tranquille. C'est assis en tailleur, seul, face à la vallée de Montvaux dans la nécropole du Mont-Saint-Germain que je rencontre Pierre. Il a choisi cet endroit envoûtant et empreint d'histoire pour notre premier entretien. J'appréhendais un peu de rencontrer ce sépulteur. Et on peut dire aussi que si d'aventure ce nom commun pouvait rentrer dans le dictionnaire de la langue française, ce serait rigolo. Là, en fait, j'essaye d'imaginer la conception d'un arbre généalogique. L'arbre généalogique qui est en général montré sur support papier, là, en fait, est destiné à être en cuivre. Et sur chacune des feuilles, il y a un prénom et nom et les deux dates d'un membre de la famille, qui n'est pas forcément enterré là d'ailleurs, mais qui forme cette ascendance du ou des défunts, quoi. Et l'idée, c'est vraiment une idée de mémoire presque totale et familiale, devant cette sépulture, on arrive à voir exactement quels sont les membres d'une même famille. J'avais dit que je ferais la sépulture de ma mère, en fait, comme elle va pas bien, je vais quand même faire celle de mon père, qui est assez bien portant. Donc comme il s'intéresse à la généalogie, je lui fais sa tombe, quoi. Je suis l'un des rares à dire que j'ai envie de vivre du fruit de mon travail artistique qui consiste à faire des sépultures. Je crois que nous ne sommes que 2 en France, mais il y a ces 20 ans passés, approcher des systèmes, à expérimenter des modes de commercialisation, à faire en sorte qu'un certain nombre d'intéressés soient familiarisés avec cette approche qui paraît d'emblée, quand on dit sépulture, il y a une notion macabre, triste et morbide. Et si une réalisation sculpturale peut faire porter un regard un peu nouveau, un peu moins tragique en fait, je crois que c'est une bonne chose. Quand j'ai poussé la porte de l'autre rive, le magasin funéraire de Raphaël, j'ai pensé que toutes les pompes funèbres devraient lui ressembler. Un lieu clair, esthétique, apaisant déjà la douleur de ceux qui en franchissent le seuil. Un parfum de douce éternité. En fait, je n'étais pas du tout prédestiné à travailler dans les pompes funèbres, mais en même temps, j'avais depuis de nombreuses années cette attirance vers le funéraire, dans le sens où je trouvais qu'il y avait un manque énorme. Du coup, j'ai commencé à chercher dans le domaine funéraire, est-ce qu'il y avait d'autres façons de faire qui existaient? Et en France, j'en ai quasiment pas trouvé.
C'était un milieu professionnel qui était assez figé dans un certain nombre de traditions, de façons de faire. Et dans cette ville aux rues étroites que le soleil réchauffe avec peine, dans ces parcs où les enfants s'amusent sans souci sous l'œil éteint d'une gouvernante endormie, dans ces habitations dont les façades disent l'opulence et la réussite sociale, un album de famille gorgé d'hommes de bien, d'épouses modèles et de fils reconnaissants joue, en marbre sculpté, en bronze fondu ou en médaillon photographique, le jeu de la vie et de la mort. Ici, un couple s'enlace, seul au monde, dans un baiser frénétique. Là, un trottin s'immobilise pour écouter une chanteuse accompagnée par un musicien des rues. Il est question d'amour, d'une fille offrant son cœur et d'amant qui ne reviendra plus, tombé au champ d'honneur. Un motard passe qui flirte avec la mort dans un vrombissement inaudible. Une belle frappe à la porte du dernier rendez-vous. Un prince de l'Upercute s'entraîne pour l'ultime combat. Un cirque plante son chapiteau et un dompteur intrépide enfourche la mort qui le dévorera, tandis que Jésus, sur sa croix, agonise sans fin. Jamais je n'aurais pensé concevoir des monuments funéraires, puisqu'au départ, je faisais un travail d'artiste et puis je photographiais les monuments. Mais la médiocrité ambiante, même médiocrité, je dirais, désespérante des monuments funéraires aujourd'hui, m'amenait progressivement à me dire qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, quelque chose d'autre, et qu'il serait bon de confier la création de monuments à des artistes qui romperaient la standardisation, la monotonie, le manque de personnalité des monuments. Et lorsque la possibilité m'en a été donnée, et précisément pour le Père-Lachaise, c'est-à-dire le cimetière le plus prestigieux de Paris, je peux dire que par anticipation, j'étais aux anges. Derrière moi, la première sépulture que j'ai réalisée au Père-Lachaise,